Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse complète et détaillée de la première bande-annonce de la saison 7 de Game of Thrones. Pour que tout le monde puisse regarder cette vidéo sans crainte des spoilers éventuels, ces derniers seront signalés par un mot spoiler qui restera affiché à l'écran tant que les parties qui en contiennent dureront. Je vous propose tout simplement de parcourir cette bande-annonce scène par scène par ordre chronologique. Ce trailer commence donc avec l'arrivée de Cersei ou Cersei, selon qu'on prononce à la française ou à l'anglaise, dans la cour intérieure du Donjon Rouge situé à King's Landing, la capitale, et un groupe d'hommes l'y attend. Il peut s'agir de conseillers ou tout simplement de sa garde royale. Et oui, c'est tout bête, mais leur identité nous est cachée par la fourrure qui est présente sur la cape de Cersei, mais justement, la présence de cette fourrure semble indiquer que la fraîcheur de l'hiver a atteint la capitale. Comme on le verra plus tard, cette cour est celle dans laquelle a été peinte une carte géante de Westeros. Lorsque Cersei commence à évoquer des ennemis à l'est, à l'ouest, au sud et au nord, elle ne fait que résumer ce que nous savons depuis la saison dernière, la reine a énormément d'ennemis. Attention toutefois, et cette mise en garde vaut pour toute la bande-annonce, les images choisies pour illustrer les paroles, ou inversement, ne coïncident pas toujours, et oui, c'est là l'une des marques de fabrique des bandes-annonces de Game of Thrones pour nous empêcher de tout deviner. Par exemple, Cersei parle d'ennemis à l'est et on voit alors vert gris. Évidemment, celui-ci représente alors l'arrivée des armées de Daenerys, mais toutefois, la suite de la bande-annonce va nous montrer que vert gris en personne aura plutôt affaire à l'ouest de Westeros. Je vous invite à remarquer un détail assez important sur la tenue de vert gris. En effet, il porte un bijou argenté qui représente 3 dragons qui se mordent la queue, le symbole choisi par Daenerys. Et où est-ce qu'on a déjà vu cette broche? Eh bien sur la tenue vue dans une image promotionnelle de Miss Sunday. On peut donc supposer que la jeune femme aurait confié le bijou à l'homme de son cœur en gage d'amour et de protection. Ensuite, on voit la caméra qui survole une carte en relief de Westeros. C'est une carte qu'on a déjà vue puisque c'est celle qu'utilisait Stannis Baratheon à Dragonstone, mais on en reparlera en venant à Daenerys. Quand Cersei évoque ensuite les ennemis à l'ouest, on aperçoit un bateau Greyjoy. En effet, il y a le symbole du Kraken sur la voile, mais impossible de savoir si ce navire appartient à la flotte de Yara et Theon ou plutôt à celle de leur oncle Euron ou Euron en français. Attention, alerte spoiler, on a toutes les raisons de penser que Euron et Cersei passeront une alliance durant cette saison, et si c'est le cas, cette image ne serait donc pas du tout celle du bateau d'un ennemi, s'il s'agit du bateau de Euron, mais bien de celui d'un ami. La reine passe ensuite aux ennemis situés au sud, et on voit alors une lame se faire aiguiser, mais de mon point de vue, il est impossible de déterminer de quelle arme il s'agit. En tout cas, il ne s'agit pas de la lance d'Obarasand. Quoi qu'il en soit, on sait très bien qui sont ces ennemis situés au sud, puisqu'il s'agit des Tyrell, avec Olenna, la dernière survivante de la famille, et bien sûr à Dorne, Arya Sand et les filles d'Oberyn. Enfin, quand vient le tour du nord, c'est Arya Stark qui voyage seule à cheval qui sert d'illustration. On a de bonnes raisons de supposer qu'Arya est alors en route vers Winterfell. En effet, en fin de saison dernière, c'était bel et bien son intention que de rentrer chez elle. Attention, alerte spoiler! C'est certainement durant cette traversée de toute la partie nord des 7 royaumes qu'Arya pourrait rencontrer une vieille connaissance. Il s'agit bien sûr de sa louve Nymeria dont elle a dû se séparer dans la toute première saison de la série. Un plan aérien nous montre Cersei et Jaime en train de marcher sur la carte géante et on constate que celle-ci n'est pas tout à fait terminée. On aperçoit d'ailleurs vers le haut les modèles que doit sans doute utiliser l'artiste cartographe pour les reproduire en grand format, ainsi que l'échelle qui doit lui permettre de prendre une certaine hauteur de vue sur l'avancée de son travail. Et malgré tous ces adversaires qui l'encerclent, Cersei reste confiante sur sa capacité à triompher, une volonté soutenue par des images d'infanterie lourde Lannister portant le lion or sur fond rouge, les armes héraldiques de la puissante famille. Dans la salle du trône, on voit Cersei entourée de Qyburn, de la montagne et de Jaime qui reçoit un visiteur. Mais de qui peut-il s'agir? Eh bien, il y a selon moi 2 options particulièrement plausibles. La première, c'est celle de Euron Greyjoy qui viendrait tout simplement proposer une alliance à la reine. Et la seconde, c'est Tycho Nestoris, qu'on a déjà vu, ce représentant de la Banque de Fer, à qui la famille Lannister et la couronne de manière générale doit un sacré paquet d'argent. Il est d'ailleurs possible que ces 2 personnages rendent visite à Cersei, et on peut voir que sa première réaction pour la scène qui nous est montrée est plutôt la colère, mais comme Cersei
et vénère H24, ça ne veut pas dire grand-chose. Et sur ces images, on entend affirmer qu'elle et son frère sont les derniers Lannister, en tout cas les derniers qui comptent. Et voilà la parfaite transition pour nous montrer Tyrion, qui porte toujours le symbole de main de la reine Daenerys, et qui observe fasciné le vol des dragons sur l'île de Dragonstone. De toute évidence, les dragons ont encore bien grandi. L'image suivante de Daenerys elle-même, face à la puissante porte de la citadelle majestueuse de Dragonstone, nous confirme cette localisation. Ce lieu, appelé Père Dragon en français, est éminemment symbolique, puisqu'il a été fondé par les Targaryens il y a bien longtemps, et qu'il a été utilisé comme base arrière il y a 300 ans par Aegon lui-même pour la conquête des 7 royaumes. Et il se trouve que c'est aussi le lieu de naissance de Daenerys, et on l'entend affirmer qu'elle est née pour diriger les 7 royaumes. Il est donc assez logique de voir beaucoup d'émotions lorsqu'elle touche pour la première fois la plage de Dragonstone, alors qu'elle vient de terminer la très longue traversée depuis Meereen et le continent des Sauces. Logiquement, dans la continuité de cette idée, on la retrouve sur le trône de Dragonstone, prête à lancer sa reconquête. Et quoi de mieux pour illustrer cette ambition que la prise d'un château Lannister ? Je vous propose de nous arrêter quelques instants sur cette scène des Immaculés qui foncent dans la cour. Il y a en effet 2 indices importants à l'écran. Tout d'abord, il y a bien sûr le L et les armoiries Lannister qui marquent le fronton de l'arche sous laquelle passent les soldats. Voilà une bonne raison de penser que ce château n'est autre que Castral Rock, la demeure familiale, presque ancestrale des Lannister, qui est réputée imprenable et qui, en tout cas, n'aurait jamais cédé face à un siège. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ce qui ressemble fort à une victoire bien probable des Immaculés ? Eh bien, le deuxième indice vient du cadavre qu'on peut voir en bas à gauche de l'écran. Si vous regardez avec attention la bande-annonce, vous verrez que ce cadavre Lannister était présent avant l'arrivée des soldats Immaculés. Cela signifie que quelqu'un s'était discrètement introduit dans le château pour ouvrir la porte de l'intérieur. Et justement, la séquence suivante nous montre Vergris en train de combattre des Lannister, on le reconnaît notamment grâce à la broche argentée, et il se pourrait bien que ce soit lui en personne qui ait mené cette action commando pour faire tomber les défenses du château de l'intérieur, et il aurait pu le faire en suivant les indications données par Tyrion. Et oui, Tyrion connaît ce château comme sa poche. Pas le temps de souffler puisque la bande-annonce nous emmène directement vers le nord, et plus précisément Winterfell, avec une scène consacrée à Jon, et où on peut apercevoir en arrière-plan Brienne et sans doute Sansa. Les nobles qui sont réunis crient à l'unisson « The King in the North ». De toute évidence, Jon a une grande décision à annoncer à ce conseil et on entend la voix de Littlefinger, Peter Baelish, qu'on peut d'ailleurs apercevoir adossé sur le mur à gauche de l'écran. Comme on s'en doutait, le manipulateur va chercher à poursuivre ses intrigues et notamment à manipuler Sansa Stark, mais toutefois, la phrase qu'il prononce pourrait aussi bien être destinée à Jon qu'à Sansa. En effet, il dit « Votre père et vos frères sont partis et pourtant vous êtes encore bien là, dernier espoir face à l'orage qui s'annonce. » Et cette notion d'orage est illustrée dans la bande-annonce par la herse du mur située au niveau de Château Noir qui s'ouvre lentement. Souvenez-vous, en fin de saison 6, Myra et Bran avaient la ferme intention de se diriger vers le mur et notamment vers Château Noir, et il se pourrait bien que la herse se lève tout simplement pour leur permettre d'entrer. Après la glace, le feu, en effet, on aperçoit Theon Greyjoy, ou Theon si vous préférez, auprès d'un incendie, et la suite de la bande-annonce nous informe qu'il est en plein milieu d'une bataille navale, et vu la tête qu'il fait, elle ne semble pas tourner en sa faveur. Les personnages s'enchaînent à l'écran et, aux surprises, on découvre enfin Mélisandre. Attention, alerte spoiler, on peut assez facilement deviner que Mélisandre se situe à Dragonstone et que les personnes qu'elle regarde gravir l'interminable escalier sont en réalité Jon, Davos et Tyrion. Les retrouvailles s'annoncent assez tendues. Assez logiquement, Mélisandre serait donc revenue là où elle vivait de l'époque de Stannis Baratheon, et on peut supposer qu'elle est venue proposer ses services à Daenerys. On sait bien que c'est la grande guerre contre les marcheurs blancs qui préoccupe surtout Mélisandre, et justement la scène suivante nous montre des hommes qui fuient bien au nord du mur, quelqu'un ou quelque chose. Et si la lance portée par l'homme situé sur la droite semble plutôt grossière, c'est sans doute parce que la lame serait une lame d'obsidienne fermement attachée au manche. Il s'agirait donc d'un groupe d'hommes qui savent quelles armes utiliser pour combattre les marcheurs blancs. On retrouve ensuite Arya qui alimente un feu de camp et qui semble être observée par une présence discrète. Attention, alerte spoiler! Ce point de vue doit sans doute correspondre à celui de Nymeria que j'ai déjà évoqué dans un précédent spoiler, la louve, et j'espère que cette fois-ci la série traitera plutôt bien cet animal qui pour l'instant ont plutôt eu un rôle extrêmement secondaire par rapport au livre. On retrouve ensuite nos fuyards perdus dans le Grand Nord et les 12 hommes forment un cercle, une position défensive un peu désespérée qui laisse clairement comprendre qu'ils ont été totalement encerclés par un ennemi sans doute bien plus grand en nombre.
Attention, alerte spoiler! Le détail le plus intéressant de ce cercle se situe au niveau de l'arme brandie par celui qu'on peut situer à 3 heures. En effet, il s'agit là du marteau de guerre, l'arme fétiche de Robert Baratheon. Et voilà qui semble donc confirmer l'idée selon laquelle Gendry, le fils naturel de Robert, le bâtard, serait bel et bien emmené dans cette expédition au-delà du mur par Jon. Alors qu'on entend Davos expliquer, très sagement comme à son habitude, que tous les hommes mourront s'ils n'arrivent pas à mettre de côté leur querelle, on aperçoit Littlefinger qui observe quelque chose caché dans l'ombre. Avant qu'on puisse en savoir plus, le trailer change totalement de lieu et nous emmène chevaucher aux côtés des Dothraki qui mènent une charge contre des adversaires impossibles à déterminer pour l'instant. Mais la guerre aura aussi lieu sur mer puisqu'on a droit à l'aperçu d'une magnifique scène d'abordage d'un navire qui est en proie aux flammes. Alors il est difficile de dire qui cette bataille oppose, mais j'aurais tendance à dire qu'il s'agit des Fernés qui suivent Sion et Yara contre ceux qui suivent leur oncle Euron. D'ailleurs, petite anecdote au passage, on sait que le champion irlandais de MMA Conor McGregor, qui est bien connu de ceux qui regardent les combats de l'UFC, aura un petit rôle en tant que combattant, a priori dans l'équipage de Euron justement, voilà qui est très prometteur au niveau des bastons. Sur ce, Davos, dont on voit enfin le visage, termine sa tirade en disant qu'en cas de défaite, peu importe à qui appartiendra le squelette assis sur le trône de fer. On voit juste après Daenerys et Tyrion observer la carte en relief de Dragonstone et on peut se demander si ce n'est pas justement à Daenerys que Davos proposait ce discours. Avec la scène suivante, nous avons droit à une présentation en gros plan de la nouvelle armure de la montagne, une armure qui est aux couleurs de Cersei et qui arbore sa couronne argentée plutôt que le symbole de la foi des Sept. Pas très étonnant après qu'elle ait fait exploser le temple de Baelor lors de la saison précédente. La brève séquence qui suit est presque indéchiffrable malheureusement et on peut entreapercevoir 3 personnes dont la deuxième porte une torche et qui semblent suivre le bastingage d'un navire. En effet, on aperçoit la mer en bas à gauche, mais difficile d'en dire plus. Mais tout s'accélère encore alors que Jon vient saisir Littlefinger par la gorge alors que tous deux sont dans les cryptes de Winterfell. Attention, alerte spoiler! On se doute depuis assez longtemps que Littlefinger en sait plus qu'il ne le dit sur les véritables origines de Jon, mais il serait assez étonnant que Jon apprenne ses origines lors de cette scène. En revanche, il n'est pas impossible que Littlefinger lui dise ce qui est vrai, qu'il n'est pas le fils d'Eddard, ce qui mettrait forcément Jon très en colère. On retourne brièvement à la bataille qui oppose les Immaculés aux soldats Lannister, avant de voir Arya qui semble chercher sous un lit. On a de bonnes raisons de penser que cette scène se déroule à Winterfell, et il y aurait donc bien de nouvelles retrouvailles Stark, au moins entre Arya et Sansa. Une image horrible nous attend juste ensuite, avec ce bras malade passé au travers de cette trappe aménagée dans une porte. En toute logique, il s'agit forcément du bras de Ser Jorah Mormont, qui avait contracté la grise écaille en étant touché par un homme de pierre, lorsque lui et Tyrion passaient sous les ruines de Valyria. On peut supposer que la porte et la trappe correspondent à des précautions de mise sous quarantaine, et que le bras est sorti pour le montrer à un soigneur. Attention, alerte spoiler! Il paraît presque certain que cette scène se déroule à la Citadelle, là où Ser Jorah Mormont trouvera certainement un remède et où il rencontrera Sam. On retrouve ensuite une charge de Dothraki qui frappe à coups d'arak, leurs armes recourbées, des soldats qu'on peut cette fois reconnaître comme étant Lannister. Et l'action n'en finit plus puisqu'on retrouve Jon et Tormund qui courent à toute vitesse sur une étendue glacée, un excellent moyen de se casser la gueule, mais que voulez-vous, parfois on n'a pas le choix. Et on passe de l'action à l'action, puisqu'on a ensuite 2 scènes assez hautes qui s'enchaînent, avec tout d'abord Missandei et Grey Worm, qui ont l'air de faire mieux connaissance, et ensuite un baiser échangé entre Yara et Ellaria Sand. En termes d'intrigue, la scène la plus intéressante est bien sûr la seconde, puisque ce baiser entre Yara et Ellaria vient bien souligner que Yara et Theon sont allés un peu plus au sud, vers Dorne, pour y retrouver des alliés contre Cersei. Malheureusement, le moins qu'on puisse dire, c'est que les personnes embrassées à l'écran par Ellaria Sand ont une durée de vie très courte, et du coup, je vous invite à tous prier avec moi pour Yara. C'est ensuite la main de Tyrion qu'on voit renverser un lion Lannister sur la carte Dragonstone, un geste qui doit sans doute correspondre à la prise de Castral Rock. Et la chute d'un lion pourrait bien en précéder une autre, mais cette fois directement dans l'eau. En effet, la séquence qui suit nous montre 2 ombres qui plongent pour éviter une sorte de jet de flamme qui vient raser la surface. Et je pense que la forme de dos droite pourrait bien correspondre à Jaime Lannister,
Et si je dis ça, c'est du fait de la forme arrondie de l'épaule de l'armure et aussi parce qu'on voit que cette personne tient une épée dans sa main gauche, ce qui est assez caractéristique de Jaime. En résumé, voilà qui pourrait laisser penser que Jaime pourrait éviter de justesse le souffle d'un dragon. Et c'est une idée intéressante car juste après retentit le cri d'un dragon qui vient accompagner l'image de Drogon immense qui survole une horde de Dothraki en pleine charge. La toute dernière phrase du trailer nous vient de Jon en personne et il nous annonce que la Grande Guerre est arrivée. Toutefois, soyez attentifs car les tout derniers sons véritables de cette bande-annonce sont le vent qui correspond sans doute au vent du Nord et un choc qui correspondent à ceux qu'on avait entendus à la fin du deuxième teaser. Comme je l'avais dit dans l'analyse de celui-ci, je pense que ce choc sourd correspond à la chute du mur qui devrait intervenir à la toute fin de la saison 7. Parmi les grands absents de cette bande-annonce, on peut bien sûr citer Bran et Sandor Clegane, mais on peut toujours espérer les voir dans une éventuelle seconde bande-annonce avant le 16 juillet. Si vous avez apprécié cette analyse, un petit pouce en l'air nous ferait vachement plaisir, et puis aussi bien sûr votre abonnement à la chaîne pour ne rien rater de ce qu'on vous prépare pour la suite. Et puis si jamais vous avez flashé sur le t-shirt, vous trouverez toutes les informations pour en acheter avec un code de réduction dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!